Donc, comme le disait Monsieur le Directeur, c'est en tant que conservateur des monuments historiques, participant à la programmation et au suivi des travaux sur la cathédrale, que je me propose de vous présenter ce soir l'exceptionnel chantier de restauration intérieure dont l'édifice fait actuellement l'objet et qui nous a donné l'opportunité de découvrir des peintures murales simulant la présence de vitraux. Ce chantier d'envergure nous permet de retrouver peu à peu la lumineuse polychromie architecturale qui ornait à l'origine cette cathédrale. En effet, bien que souvent considérée comme une cathédrale sombre et obscure, image quelque peu mystique, relayée par la vision romantique qu'en ont donné certains auteurs du XIXe siècle, comme Huysmans, mais hélas, vision également confirmée in situ par l'encrassement général des parements et des vitraux, il faut aujourd'hui totalement renouveler notre vision de Notre-Dame de Chartres et imaginer qu'elle présentait à l'origine un décor polychrome, tant intérieur qu'extérieur, qui la rendait infiniment plus lumineuse. Cette redécouverte est d'autant plus importante que l'abondante et riche bibliographie relative à l'édifice n'a jusque-là que très peu abordé la question du décor peint, au profit de l'analyse des formes architecturales, du décor sculpté ou encore des vitraux, dont Chartres conserve, il est vrai, le plus important ensemble, daté du XIIIe siècle, ici les verrières représentées en bleu. Et pourtant, il apparaît indispensable, pour apprécier pleinement l'art gothique, dont la cathédrale est un jalon essentiel, de s'intéresser aussi aux revêtements des édifices qui, par leurs couleurs variées, jouaient un rôle tout aussi fondamental que les nouvelles formes architecturales ou les vitraux dans la problématique de lumière si intimement liée à la notion d'art gothique. La couleur était d'ailleurs au Moyen-Âge considérée comme une lumière. La polychromie des murs multipliait ainsi l'intensité de la lumière reçue du soleil et le noble édifice éclairé, illuminé à son tour, nous dit l'abbé Suger, dont on sait qu'il a par ailleurs donné à la lumière une dimension anagogique, c'est-à-dire la faculté d'élever l'âme des fidèles vers Dieu, dont elle matérialise la présence. Pourtant, si un intérêt et un questionnement à l'origine de vifs débats ont existé à ce sujet dès le XIXe siècle, avec la redécouverte de la polychromie antique, qui fut, selon Françoise Bercé, le cheval de Troie de la polychromie médiévale, à quelques exceptions près, le début du XXe siècle a été marqué par un rejet de la couleur et le développement d'une véritable esthétique monochrome qui conserve encore aujourd'hui un grand pouvoir sur le regard que nous portons aux édifices gothiques. L'histoire de l'art a de fait longtemps accordé une certaine primauté à l'étude de la forme et de l'architecture sur les arts dits de la couleur, et la photographie en noir et blanc a sans doute accentué ce phénomène, notamment à travers les célèbres volumes des éditions Zodiac, comme l'a analysé Michel Pastoureau. Ceci a peu à peu contribué à faire oublier l'importance de la couleur et nombre d'anciennes monographies d'édifices n'abordent même pas cette problématique. Bien plus, comme le disait monsieur le directeur, il faut regretter que ce rejet de la couleur ne se soit pas limité au champ théorique. Il a eu des conséquences importantes sur la restauration monumentale durant une grande partie du XXe siècle, et l'on peut déplorer le dépouillement de nombre d'édifices, de leurs enduits et badigeons anciens, en faveur d'une esthétique de la pierre nue. Parmi bien d'autres exemples, on citera plus spécifiquement la grande campagne de restauration de la cathédrale de Chartres menée par Paul Selmersheim au tournant des XIXe et XXe siècles, qui a entraîné en 1901 le débadigeonnage, ou plus explicitement le décapage intégral du bras sud du transept, suivi par celui des chapelles du déambulatoire qui comportait un décor néogothique. Ces décapages intempestifs ont été très lourds de conséquences, là où les siècles passés avaient le plus souvent simplement repeint sur les décors anciens ainsi préservés. Sans mesurer pleinement l'impact de ces restaurations, on ne peut douter que nombre de polychromies anciennes ont ainsi été sacrifiées au nom d'une supposée pureté originale. Finalement, ce n'est que depuis les années 1970 qu'un véritable intérêt s'est à nouveau manifesté pour la polychromie architecturale, et encore s'est-il longtemps limité aux scènes historiées, qui furent d'ailleurs parfois classées au titre des monuments historiques totalement isolés de leur environnement architectural et décoratif.
ou bien cet intérêt s'est porté plus spécifiquement sur la polychromie des sculptures, en particulier la sculpture des portails et des façades. Certaines données peuvent, il est vrai, expliquer le peu de travaux menés jusque-là en ce domaine. L'étude de la polychromie architecturale soulève en effet nombre de difficultés, altération des peintures au cours des siècles, qui nous les rendent difficilement compréhensibles, tout particulièrement en extérieur, superposition complexe de couches de polychromie d'époques variées, difficultés d'accessibilité en dehors des chantiers de restauration, disparition pure et simple à l'occasion de chantiers peu soigneux, mais aussi moindre intérêt pour la simplicité du décor de ces peintures qui, pour la période gothique, se révèlent dans la majorité des cas de simples faux joints imitant un appareillage en pierre, bien moins spectaculaire que certains grands décors figurés comme les célèbres peintures de Saint-Savin sur Gartempe pour l'époque romane. Malgré toutes ces difficultés, des vestiges de couleurs sont observés partout en Europe depuis une quarantaine d'années. Concernant la France, on peut citer aussi des travaux universitaires, comme la thèse soutenue en 1997 par Ilona Hanskolas sur la peinture murale en Lorraine du XIIIe au XVIe siècle, la thèse soutenue en 2003 par Anne Villemar, qui a travaillé sous la direction de Roland Recht sur la polychromie de l'architecture gothique en Alsace, ou encore la thèse de Géraldine Victoire, soutenue en 2010 sur la polychromie architecturale gothique en Picardie entre 1250 et 1350. Toutes ces observations et études confirment en tout état de cause l'importance de la polychromie architecturale, présente même partiellement sur l'ensemble des églises, abbayes et cathédrales gothiques, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans le regain d'attention accordé ces dernières années à la polychromie architecturale, ce sont, avec les chercheurs anglais, les chercheurs allemands qui ont incontestablement joué un rôle pionnier. Et parmi eux, il faut plus particulièrement souligner le rôle de l'historien de l'art Jürgen Michler, qui est à l'origine de plusieurs publications, dont un article en allemand paru en 1977 sur la polychromie architecturale du nord de la France, qui abordait entre autres le décor de Notre-Dame de Chartres. Il a néanmoins fallu attendre 1989 pour que son étude trouve un certain écho de ce côté du Rhin, avec la publication dans le bulletin monumental de son article consacré spécifiquement à la polychromie originale de la cathédrale de Chartres, dont il proposait la reconstitution en couleur que voici, très lumineuse, qui n'a pas manqué de marquer les esprits. C'est d'ailleurs cette publication de 1989 qui, donc somme toute assez récente, qui a incontestablement été l'un des principaux éléments déclencheurs du chantier que nous allons évoquer ce soir. Pour ce faire, je vous propose de vous présenter tout d'abord plus en détail la nature du décor polychrome contemporain de la construction de la cathédrale gothique de Chartres, dont la restauration nous a conduit à la découverte de peintures murales simulant la présence de vitraux, qui s'avèrent faire partie intégrante du programme décoratif d'origine. Nous évoquerons ensuite la restauration menée sur ces peintures, et enfin nous essaierons de cerner la place de ce décor au regard de la peinture murale médiévale, plus particulièrement autour de la question du trompe-l'œil et naturellement les rapports que ce décor entretient avec l'art du vitrail. Dans le prolongement de l'article de Jürgen Michler, les services des monuments historiques en charge de la cathédrale de Chartres ont confié en 1994 une étude préalable à l'architecte en chef des monuments historiques Guy Nicot. Cette étude, qui s'est appuyée sur les résultats de nombreux sondages pratiqués par l'atelier de Brice Moulinier, restaurateur de peinture murale dans l'ensemble de l'édifice, a permis de confirmer la présence sur les parements de la cathédrale de 3 grandes campagnes de mise en couleur déjà repérées par Jürgen Michler. L'essentiel des parements présente ainsi la stratigraphie suivante. Premièrement, la couche la plus récente correspond à un badigeon fin, brun sombre, orné d'un faux joint rouge bordeaux, tiré à la règle, qui a pu être daté de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Sous ce badigeon, on trouve ensuite un autre badigeon ocre jaune orangé, recouvert de faux joints blancs, qui date vraisemblablement du XVe siècle et dont la mise en œuvre est peut-être à mettre en relation avec la grande campagne de restauration des vitraux entamée en 1415-1416, dont fait état le compte des dépenses de l'œuvre de la cathédrale publié par Lucien Merlet.
Ce décor, qui est aujourd'hui très lacunaire et qui présente par endroits des traces de griffures, a semble-t-il été brossé avant l'application du précédent badigeon. Enfin, la troisième strate de mise en couleur, la plus ancienne, ici sur votre gauche, le premier décor, le premier badigeon, le second badigeon du XVe siècle et le décor original. Il correspond donc à la polychromie contemporaine de l'édification de la cathédrale gothique, reconstruite suite à l'incendie en 1194 de la cathédrale que l'évêque Fulbert avait dédicacée en 1030. Cette troisième strate de mise en couleur se présente comme un décor extrêmement homogène qui doit beaucoup à la rapidité assez exceptionnelle du chantier de reconstruction. On sait en effet que les chanoines entraient dans le chœur en 1221 et la récente analyse faite par Michel Pastoureau sur le décor héraldique des clés des voûtes du haut-chœur a démontré que ce décor n'a pu être réalisé qu'entre 1257 et 1261 et même très probablement avant la dédicace solennelle de la cathédrale le 17 octobre 1260. Ainsi, l'architecture et le décor de la cathédrale de Chartres ont-ils été achevés en un peu plus d'un demi-siècle, quand d'autres édifices se sont construits en plusieurs siècles. Le fond de cette polychromie d'origine est constitué d'un enduit composé d'un fin mortier de sable et de chaux, naturellement teinté en ocre jaune très clair. Il est orné par ailleurs d'un décor de faux joints, peint à la chaux blanche sur l'enduit frais, sans règle, mais le plus souvent selon un tracé préalablement incisé, où vous pouvez voir ici un exemple. Ce décor couvrait l'ensemble des voûtes et nervures de voûtes, les murs et les piliers, y compris le noyau des piles composées. Il épargnait simplement les colonnes engagées de ces supports composés, ainsi que l'essentiel des moulures traitées avec un simple badigeon de chaux blanc soulignant l'articulation de l'architecture. On sait aujourd'hui que ce décor couvrait également au moins une partie des parois extérieures. Les traces conservées sont infimes en raison des intempéries, mais celles qui ont pu être relevées attestent bien, comme ici, la présence d'un décor de faux appareils blancs sur fond beige, sur l'ensemble des fenêtres hautes du chœur et de la nef qui accompagnaient les autres vestiges de polychromie retrouvés sur la rose nord ou encore sur les portails de la cathédrale de Chartres. Ce type de décor, donc à faux joints sur fond ocre, dont on trouve des exemples dès le XIe siècle, comme à Tournu, avant que les enduits médiévaux ne soient supprimés lors des restaurations du début du XXe siècle, ce décor donc reprend celui des monuments du premier art gothique, comme on le retrouve aux cathédrales de Soissons, de Laon ou encore de Noyon. Il semble avoir été au XIIIe siècle le type de décor le plus fréquent au nord de la France, ainsi que le confirme entre autres la thèse de Géraldine Victoire pour la Picardie, ainsi que les observations faites à l'occasion de chantiers récents, comme ici à la cathédrale de Châlons en Champagne, là à la cathédrale de Tours, où ce décor ornait à la fois le chœur, les bras du transept et la croisée du transept. Ici, une vue du bras nord du transept restauré en 2013. On retrouvait également ce décor à la cathédrale de Beauvais, où l'étude menée en 2010 par Claire Dandrel, restauratrice de peinture murale, sur la clé de voûte du rond-point du haut-chœur, seule clé du XIIIe siècle à être demeurée en place après l'effondrement de 1284, a montré la présence d'un enduit ocre jaune à faux joints blancs contemporain de la construction. En dépit de l'impression que pourrait donner cette liste, ce type de décor n'était pas propre aux cathédrales et on le trouvait aussi dans des abbayes, comme à l'abbaye cistercienne de Longpont, ici dans les bâtiments conventuels d'Ourscan, dans le chœur de la collégiale Saint-Kyrias de Provins et jusque dans de toutes petites églises rurales. Si tous ces exemples, parmi bien d'autres, montrent que le décor qui ornait la cathédrale de Chartres était somme toute assez courant au XIIIe siècle, c'est son parfait état de conservation près de 800 ans après sa mise en œuvre qui le rend tout à fait exceptionnel. En effet, l'étude de Guignico a montré que ce décor, masqué par les badigeons successifs déjà évoqués, mais aussi par l'empoussièrement et l'encrassement du temps,
Sous ce décor, il s'avère que Notre-Dame de Chartres, sous cette poussière, il s'avère que Notre-Dame de Chartres, à l'exception du chœur réaménagé au XVIIIe siècle et des parties décapées au début du XXe siècle dont nous avons parlé, a en effet conservé la quasi-intégralité de son décor d'origine, dont la conservation a alors été évaluée à 80% des surfaces existantes, soit environ 15 000 m² de décor d'origine. Ceci contribue à faire de la cathédrale de Chartres un véritable unicum au sein des cathédrales gothiques, puisque si l'on met à part le mobilier, elle en a fait, à l'exception du démontage du jubé, le privilège d'avoir conservé presque intégralement son architecture, son programme sculpté, ses vitraux et son décor polychrome intérieur créé pour les chanoines du XIIIe siècle. L'état de conservation exceptionnel de ce décor, alors que les couches de polychromie qui l'ont recouvert étaient, comme vous le voyez, largement pulvérulentes ou lacunaires, a conduit la conservation régionale des monuments historiques à envisager le dégagement de l'enduit du XIIIe siècle. Estimé à près de 14 millions d'euros, ce chantier, longtemps reporté pour des raisons économiques évidentes, a enfin pu trouver son financement en 2007 dans le cadre d'un plan cathédrale pour la région Centre, qui a été conforté aussi par un partenariat de la région et une aide des fonds européens. Lancé en 2008 sous la maîtrise d'œuvre de Patrice Calvel, l'architecte en chef des monuments historiques, et le chantier se poursuit aujourd'hui sous la maîtrise d'œuvre de Marie-Suzanne de Ponto. Ce travail de restauration consiste essentiellement en un brossage à sec des couches de badigeons les plus récents et pulvérulents, avec un résultat tout à fait remarquable, comme vous pouvez le constater donc, sur ces clichés, qui donc nous montre combien le décor d'origine était parfaitement conservé sous ces badigeons successifs et cet empoussièrement général de la cathédrale. Par endroits, il a néanmoins fallu procéder par piquetage et retrait au scalpel de certains des badigeons superposés qui avaient pu subir une calcification probablement due à des infiltrations d'eau. Comme ici, voilà, sur cet exemple-là, le badigeon du XVe siècle s'est durci. Donc dans ces cas-là, il a parfois donc fallu piqueter et dégager mécaniquement ce décor, ou lorsqu'il n'était pas gênant pour la lecture du décor sous-jacent, il a pu être laissé en partie en place. Une fois le décor original dégagé et nettoyé, les enduits fragilisés sont consolidés, les fissures refichées à la chaux, puis réintégrées. Les lacunes d'enduit ou de badigeons blancs sont restituées, ainsi que les tracés des faux joints réalisés à main levée après avoir été marqués à la corde. Depuis 2008, ont ainsi été restaurés le chœur des chanoines, ici la partie haute du chœur liturgique, le chœur Victor-Louis. Donc voici une vue du chœur de la cathédrale de Chartres restaurée avec les clés de voûte portant les armoiries analysées par Michel Pastoureau. Ici une vue de la restauration du déambulatoire. Ont également été restaurés donc l'ensemble du chœur, les travées occidentales et la travée du transept, la croisée du transept, pardon. Le chantier momentanément interrompu reprendra à partir du mois de mai et sera donc un chantier qui va concerner l'ensemble de la nef, mis à part donc les deux travées déjà réalisées du côté occidental. Grâce à ce chantier d'envergure, nous redécouvrons progressivement, comme vous le voyez, la cathédrale dont les intérieurs sont métamorphosés. Le chantier nous permet aussi de reconsidérer la place de chacune des composantes de l'édifice, et notamment celle du vitrail, dont les baies semblaient parfois flotter sur un fond sombre, et qui, loin d'être affadi par la restauration, trouve aujourd'hui une nouvelle mise en valeur par la clarté des parements qui les entourent. Ici donc dans le haut chœur. À cet égard, et à la suite d'Anne Wilmar, il nous semble qu'il convient de nuancer l'analyse de Jürgen Michler. Cette polychromie ne nous semble pas avoir, comme le pensait l'historien de l'art allemand, pour vocation première la mise en valeur de l'architecture. En effet, malgré la parfaite mise en œuvre de la très belle pierre provenant des carrières voisines de Bercher, qui est le matériau principalement employé à la cathédrale de Chartres, la polychromie
et particulièrement le décor des faux joints, s'affranchit totalement du tracé des vrais joints et cherche au contraire à créer par la peinture et la lumière un mur idéal et ainsi à donner une unité visuelle à l'édifice. C'est cette recherche première d'unité qui peut, selon nous, aujourd'hui expliquer la réalisation des peintures murales simulant la présence de vitraux, découvertes en 2010 dans les parties hautes des 2 premières travées occidentales de la nef. Contrairement aux 7 autres travées que vous avez ici, ces deux premières travées sont en effet aveugles en raison de la présence des 2 tours de clocher encadrant la façade occidentale. C'est un détail. Pour tenter de mieux comprendre la chronologie de cette partie de l'édifice, sur laquelle des hypothèses parfois contradictoires ont été formulées, une étude de bâti a été confiée à l'entreprise Archéodonome en accompagnement du chantier de restauration. Cette étude a permis d'une part de préciser la chronologie relative du massif occidental de la cathédrale de Chartres et d'autre part d'analyser le fonctionnement du chantier de mise en couleur de la cathédrale et de confirmer l'appartenance des vitraux peints au programme décoratif du XIIIe siècle. Concernant la chronologie de la construction du massif occidental, il convient de retenir que le clocher nord, sur votre gauche, a très certainement été bâti au nord-ouest de la façade de la cathédrale du XIe siècle et on avait probablement prévu de le border sur la face sud par une sorte de galerie voûtée. En revanche, comme l'attestent des harpes d'attente du côté nord du clocher sud, celui-ci, le clocher sud, fut en revanche conçu dès son origine pour être relié au clocher nord par une façade qui fut donc construite dans un 3e temps. Dans les 2 premières décennies du XIIIe siècle, des piles cantonnées furent accolées à l'est, donc vous avez les 2 travées à l'est des clochers, puis on édifia des supports engagés dans les tours à partir du niveau des corniches et on éleva les parties supérieures sur des encorbellements au-dessus des baies hautes du clocher. On construisit la rose occidentale terminée en 1210, puis on voûta l'ensemble. Dans les parties hautes, voici les 2 clochers, les parties basses des clochers et la surélévation des parties hautes, en tout cas voilà, au début du XIIIe siècle qui correspond au chantier de reconstruction de la cathédrale. Donc dans ces parties hautes qui nous intéressent plus particulièrement, on soulignera le souci de respecter le parti architectural élaboré pour le vaisseau de la cathédrale qui préexistait à l'habillage des tours. Il a en effet conduit à la mise en place d'un système de baies composées chacune de 2 lancettes. Donc ici les baies de la nef. Donc un système de baies composé de 2 lancettes, chacune couronnée d'un oculus. Ici, voilà les lancettes que l'on trouve sur la paroi sud des travées occidentales. Et ici, du côté nord. Cet habillage témoigne d'une volonté d'harmonisation à la fois plastique et esthétique de l'édifice que confirme également la découverte dans les oculi aveugles, ici, de peintures imitant des roses sur le modèle des baies du clair étage de la nef, constituées d'une rose polylobée à 8 pétales, cantonnées de petits quadrilobes et qui sont donc ces peintures parfaitement contemporaines du décor de Faujoin. En effet, d'après les observations d'Emmanuel Boissard, le décor des roses a comme support le même enduit que celui qui sert de fond au décor d'origine de la cathédrale. Si des coulures polychromes de ce décor, qui ponctuent le faux-joint ici au niveau de l'encadrement des roses, on aperçoit des coulures venues voilà, sur le décor ancien, nous montre que ce décor est postérieur à la mise en place de l'enduit. Il s'agit d'une chronologie relative et il est fort probable que le décor peint des roses soit parfaitement contemporain de l'enduit du XIIIe siècle, ce que confirme d'une part la mise en œuvre du dessin des roses et d'autre part l'analyse d'une synopia découverte au niveau des lancettes aveugles. Effectivement, sur le fond d'enduit, les tracés de construction du décor peint ont été gravés à la règle et au compas
nettement incisés sur l'enduit frais, comme vous pouvez le voir ici, avec des cercles donc, qui dessinent la rose. Ils attestent donc, ces gravures donc, sur l'enduit frais attestent donc de l'existence d'un programme de peinture contemporain de la mise en couleur d'origine et qui ne se limitait par ailleurs pas au rose. En effet, les investigations dans les lancettes aveugles ont révélé, dans la lancette occidentale de la première travée sud, les traces d'une synopie rouge qui atteste qu'un programme de grandes figures, donc ici vous avez les lignes épaules et un visage avec un homme donc, portant une barbe. Donc un programme de grandes figures en trompe-l'œil avait sans doute été élaboré, mais rapidement interrompu, comme nous allons le voir. En effet, si cette synopie est la seule trace de peinture retrouvée dans les lancettes, le projet décoratif global est confirmé par la présence sur l'ensemble des autres lancettes de la même couche préparatoire aux peintures des roses, qui consiste en une polychromie rouge-bordeaux très adhérente appliquée sur l'enduit du XIIIe siècle. L'analyse de cette couche préparatoire confirme encore la simultanéité des enduits et peintures murales de cette partie de l'édifice. En effet, si la polychromie rouge recouvre en principe l'enduit original, dans le tiers inférieur d'une des lancettes, à la jonction entre deux zones d'application de l'enduit, on observe une stratigraphie inverse des deux tiers supérieurs, c'est-à-dire que les coulures rouges apparaissent sous l'enduit du XIIIe siècle. Cette stratigraphie inversée prouve la quasi-simultanéité de ces deux strates et correspond probablement à la jonction entre deux zones d'application de l'enduit du XIIIe siècle, zone vraisemblablement déterminée par les plaquelages d'un échafaudage. Le projet de mise en couleur de ces lancettes semble donc avoir été abandonné au cours de chantier. En effet, divers indices attestent d'une certaine précipitation du chantier dans ce secteur de la cathédrale, avec la présence de certains éléments inachevés, comme les piles intermédiaires de ces deux travées, ou la pose de l'enduit original d'origine lui-même, qui ne s'étend pas à l'ensemble des élévations des deux premières travées. En effet, si on retrouve donc, le décor d'enduit d'origine sur la totalité de la façade occidentale, ici représentée en jaune, pour l'essentiel, seules les parties hautes des côtés nord et sud de ces deux travées, c'est-à-dire au niveau des lancettes aveugles et des oculis, seules ces parties-là ont été enduites. Et vous avez ici la représentation en rouge clair des zones qui ont comporté des peintures murales et dans les lancettes en rouge plus sombre de cette couche préparatoire dont on a parlé, base donc d'un programme décoratif plus complet. Ce zonage peut s'expliquer dans la restitution d'un échafaudage mis en œuvre au cours du chantier du XIIIe siècle, qui n'a concerné donc que les parties hautes des tours. L'échafaudage n'était nécessaire qu'à partir de ce niveau, les parties basses étant déjà réalisées, et l'accès était permis pour ces parties hautes par les tours elles-mêmes, puisque ici nous avons à ce niveau-là une salle haute dans chacune des deux tours, contrairement donc à la façade où les contraintes d'accès imposaient un échafaudage complet. Toutes ces observations nous renseignent ainsi sur le chantier de mise en couleur de cette partie de l'édifice, avec une progression du décor a priori parfaitement concomitante de l'élévation des murs, sans doute pour profiter des échafaudages. Elle montre par ailleurs une évidente précipitation du chantier qui explique l'inachèvement du programme peint, en particulier au niveau des lancettes. Les badigeons des XVe et XIXe siècles, dont nous avons parlé préalablement, sont venus recouvrir l'intégralité des lancettes. Ici, donc, vous avez la trace du badigeon du XVe siècle en cours de dégagement, dont on voit qu'il vient recouvrir la lancette. En revanche, le décor des roses, qui était déjà réalisé, n'a sans doute été masqué qu'au XIXe siècle par un badigeon beige-gris à faux joints orange pâle, qui témoigne donc qu'on a voulu laisser visible ce décor de grande qualité, bien que le programme global de peinture de cette partie de l'édifice n'ait pas été achevé. Même si la présence de peinture avait été repérée auparavant, notamment par Marcel Aubert, la restauration des roses peintes situées à plus de 30 mètres de hauteur correspond néanmoins à une réelle découverte,
tant elles apparaissaient jusque-là illisibles sous le badigeon partiel et le fort empoussièrement qui les recouvrait, en tout cas pour les yeux fatigués de l'ancienne élève de M. Smith que je suis. Voici néanmoins donc des détails plus rapprochés donc, qui laissaient supposer la présence effectivement de polychromie. Ces peintures, et ici donc voilà le fort empoussièrement qui recouvrait ce décor peint. Construites, comme nous l'avons dit, sur le même modèle que les baies du clair étage de la nef, ces peintures se présentent, ces peintures donc peintes sur les 4 oculi aveugles présentent ainsi des peintures composées d'une rose polylobée à 8 pétales. Ici, vous avez un détail des pétales tels qu'ils apparaissaient au moment de leur découverte, et cantonnés donc de quadrilobes que vous apercevez par exemple ici. Au centre de ces roses, on devinait au moment de leur découverte, du côté sud, un personnage assis, tenant un rebec, ancêtre du violon. Nous voici un détail un peu plus près. Dans la travée 2, donc on lit bien le motif de la rose avec ses pétales, on apercevait un personnage assis, tenant un sceptre et une harpe, David. En revanche, du côté nord, ici dans la travée 1, les peintures étaient totalement illisibles et seuls des tracés de construction que vous apercevez sur cette photo, gravés dans l'enduit, permettaient de supposer la présence d'un même type de peinture de ce côté-ci de la cathédrale. Voilà. Vous apercevez ici le dessin qui atteste de la présence d'une rose, mais le motif lui-même de la peinture était illisible. Confiée à l'atelier Art SA, l'étude préalable à la restauration de ces peintures a montré un état sanitaire médiocre et parfois très préoccupant de la peinture qui était, comme vous le voyez, très fortement encrassée. En réalité, les principales altérations qu'ont subies ces peintures, et surtout celles situées du côté nord, semblent dues à des infiltrations. Celles-ci sont probablement à mettre en relation d'une part avec l'achèvement plus tardif de la tour nord, qui expliquerait la différence d'état de conservation entre les peintures situées du côté sud et celles situées du côté nord, et d'autre part, probablement à mettre en relation avec l'incendie de 1836 qui détruisit la charpente en bois médiéval de la cathédrale et qui la laissa longtemps sans couverture. Ces infiltrations ont en effet très largement fragilisé les peintures en dégradant les liants de cohésion de la couche picturale et en suscitant des écailles, allant ponctuellement jusqu'à provoquer des lacunes de la peinture comme complètement délavée. Ceci était particulièrement visible dans les parties supérieures des roses, où les parements semblaient même complètement à nu, comme vous pouvez l'apercevoir sur ce cliché. Par endroits, le ruissellement de l'eau avait par ailleurs creusé de petits sillons d'écoulement dans l'enduit de préparation, le long des gravures du tracé du dessin préparatoire. Directement liée à cette présence importante d'eau, la restauratrice a également observé la présence de sel et le développement de micro-organismes qui contribuaient à l'état sanitaire médiocre de ces peintures murales. Durant la phase étude, la restauratrice a procédé à un dépoussiérage de l'ensemble des roses qui a été suivi d'un traitement des sels et d'une préconsolidation de la couche picturale. En raison de la fragilité de cette couche picturale, qui ne pouvait être préfixée en l'état de peur de lier irrémédiablement les couches de poussière à la couche picturale d'origine, il était impossible de procéder à un allègement de poussière par les moyens mécaniques classiques comme la brosse douce, la gomme wishab ou l'aspiration, car ces procédés se révélaient trop abrasifs. Le dépoussiérage de surface a donc été réalisé par utilisation de tampons d'ouate passés à quelques centimètres de la couche picturale sans frottement, qui par effet électrostatique ont contribué à emprisonner, emporter une partie de la poussière sans risquer de provoquer de perte de la matière picturale. Voici, vous avez des détails en cours de dépoussiérage de la peinture représentant David. Les déplaquages ponctuels de la couche picturale ont été préconsolidés et les sels et micro-organismes traités par application de facing.
Voilà, des détails en cours de dépoussiérage. L'application de fascines de papier japon qui ont contribué à enlever une grande partie des crasses superficielles subsistantes, faisant peu à peu réapparaître les peintures. Voilà l'application de ces fascines et le résultat de ces applications qui ont permis donc voilà de remettre en valeur la peinture. La restauratrice a ensuite procédé au dégagement des peintures par retrait des plaques de badigeon qui le recouvraient, puis à la consolidation de la couche picturale et du support, dont les lacunes ont été rebouchées et reprises. À l'issue de ces traitements, il est apparu que la couche picturale présentait d'importantes usures, notamment horizontales, au niveau des joints d'appareillage du bâti. Ici, tout particulièrement visible sur cette seconde rose, représentant donc le personnage au rebec. Les tracés des principales structures permettant d'identifier la forme géométrique de la rose ont été relevés par léger glacis d'aquarelle. En revanche, la restauration picturale des motifs n'a été effectuée que très ponctuellement, en glacis, par trapeggio et à l'aquarelle, de manière réversible. Et le choix a été fait que les motifs figuratifs manquants ou illisibles, en revanche, ne soient pas du tout réintégrés ni restitués. Voici, vous avez des détails, des retouches par glacis pour en fait rendre lisibles les tracés constituant ces roses. Cette restauration a ainsi permis la redécouverte de 2 roses peintes d'une très grande qualité technique et picturale. Dans la travée 1, du côté sud, on trouve ainsi sur un fond rouge un personnage dont le visage n'est malheureusement plus lisible, donc sans doute en lien avec ses infiltrations d'eau. Il est vêtu d'une robe verte et d'un manteau gris et porte des chausses noires qui étaient ornées de perles. Il est assis sur un trône et avec un archet tenu dans la main droite, il joue donc du rebec. Rebec qui est ici tenu sur ses genoux contre sa poitrine, comme le décrit encore Jérôme de Moravie dans son Tractatus de Musica vers 1280, et tel qu'on le retrouve dans d'autres représentations contemporaines, comme dans le psautier d'Ingeborg vers 1200, ici avec la représentation de l'arbre de Gessé, ou encore ici dans un médaillon de la rose du nord de la cathédrale de Tours. Ce personnage, jouant du rebec, prend place à l'intérieur d'un médaillon constitué de plusieurs filets de couleurs, composant donc, comme nous l'avons vu sur le modèle des baies du clairettage de la nef, une rose cantonnée polylobée avec 8 pétales cantonnés de quadrilobes. C'est une constitution. Dans la travée 2, on a ainsi pu redécouvrir, assis sur un trône très ouvragé, un personnage couronné, vêtu d'une robe jaune éclatante, comme vous pouvez le voir, et d'un manteau blanc, qui porte les attributs du roi David, à savoir un sceptre dans la main droite et dans la main gauche une harpe à 10 cordes, instrument auquel les psaumes se réfèrent fréquemment. Comme dans la travée 1, le médaillon est ici constitué de plusieurs filets de couleurs, dont un filet orné d'une frise de feuilles, et l'ensemble compose de nouveau une rose à pétales, à 8 pétales, et cantonnée donc de quadrilobes. Côté nord, devant les très faibles restes de matière picturale, la restauration a tenté un traitement. Voici la harpe de David, un détail, notamment donc de ce vêtement jaune tout à fait lumineux, un détail des pétales qui entourent la rose, avec un décor de feuillage très, très travaillé. Et ici, vous avez aussi une vue, enfin en tout cas une idée du travail de retouche qui a été effectué en complétant par léger glacis le tracé des roses. Donc,
côté nord, devant les très faibles restes de matière picturale, la restauratrice a tenté un traitement et des refixages réguliers de même nature que ceux mis en œuvre côté sud. La régénération progressive des différentes strates, et particulièrement de la couche superficielle, a engendré une réactivation des zones pigmentées et une identification partielle des motifs disparus. Comme pour les peintures des baies sud, aucune restitution des motifs figuratifs n'a été envisagée. Cependant, pour rendre visible une certaine lisibilité à l'ensemble, une harmonisation des fonds et des tracés des roses a été réalisée. On trouve ainsi, donc côté nord, dans la travée 1, un personnage aux cheveux blonds, bouclés, assis sur un trône, là encore, et jouant, là encore, du rebec, mais ici contre son épaule. Voici un détail du visage de ce personnage angélique. Un détail un peu plus près. Donc il joue du rebec dans un positionnement assez proche, là encore, de ce que l'on peut trouver dans un autre médaillon de la Rose Nord de la cathédrale de Tours. Dans la travée 2, côté nord, le motif est demeuré quasiment illisible, même après restauration, en dehors de quelques éléments, comme la frise de feuilles qui orne l'un des filets de couleur de la rose. La restauratrice a proposé, pense néanmoins discerner sur la gauche un personnage coiffé d'une haute coiffe et assis de profil, et propose d'y voir un joueur d'orgue. Jean-Baptiste Lebig pense qu'il pourrait aussi s'agir d'un carillon, instrument fréquemment représenté en accompagnement de la figure de David. Enfin, complétant cet ensemble, on évoquera la synopie retrouvée dans la lancette, donc de la première travée sud, à ce niveau-là, dont le relevé a montré donc la présence en tout cas du projet de peinture d'un grand personnage barbu et nimbé, comme vous pouvez le voir, probablement un prophète, tenant dans sa main droite, je pense, un livre, et dans sa main gauche, un phylactère avec les restes d'une inscription que je n'ai pu déchiffrer. Donc une grande figure qui s'inspire très largement de l'iconographie des autres lancettes de la nef, comme ici la B122, un personnage qui prend place sous une arcature, ici trilobée, avec une représentation architecturale en partie haute. Aussi d'autres exemples de ces baies dans la cathédrale de Chartres, avec les grands personnages sous arcature, surmontés d'une représentation architecturale. D'autres exemples. Et quelques vues donc à l'issue du chantier de restauration de ces travées, avec donc le roi David, le personnage jouant du rebec, l'ensemble des travées restaurées, et donc le parallèle avec les autres travées de la nef et la composition à lancette et rose surmontant l'ensemble. Le dégagement de ces peintures a été l'occasion d'observer et d'analyser les caractéristiques techniques de ce décor, certes usé, voire disparu au nord, mais d'une extrême qualité de mise en œuvre, et qui, par rapport à d'autres ensembles peints, avait la particularité de n'avoir jamais été restauré jusqu'à nos jours. Il nous semble ici important de souligner plus particulièrement le grand soin qui a été apporté à la construction du dessin, dont voici des relevés pour les deux travées. Donc, comme vous l'avez observé, elles n'ont pas les mêmes dimensions. Voici un schéma donc, qui est repris dans l'ensemble de ces roses. Donc ces tracés gravés sur le badigeon de préparation, identiques pour les deux travées, ont été tracés à l'aide de compas et de règles avec une grande régularité à partir du centre de la rose. Il se compose de deux droites dessinant un repère orthonormé et ses bissectrices, sur lesquels se greffent 4 cercles concentriques, 3 cercles au niveau central et un cercle extérieur, puis des cercles constituant les 8 cercles des pétales de la rose, et enfin 5 cercles imbriqués par quadrilobe dans le pourtour de la rose. Ce type de tracé renvoie à un mode opératoire décrit dans un certain nombre
de sources, notamment dans le Liber Diversarum Artium de la bibliothèque de l'école de médecine de Montpellier, daté des environs 2300 et étudié par Anne Le Turc. Dans ce traité, sorte de manuel des arts de la peinture, le dessin, qu'il soit sur papier ou sur pierre, est présenté comme la première étape de la formation artistique et la base de toute peinture. On en observe d'autres exemples dans la peinture, notamment ici à la chapelle des Templiers de Montbéliard en Saône-et-Loire, dont les peintures sont demeurées sans doute inachevées. Et on observe ces tracés notamment pour constituer, ordonner les visages, avec des tracés de losanges et d'ovales encadrant les pointes de ces losanges. On citera également, bien sûr, les procédés de calibrage des figures animées indiqués par l'architecte du XIIIe siècle, Villard de Honnecourt, dans son album. Néanmoins, il nous semble que les tracés préparatoires de Chartres, dont voici quelques détails, nous paraissent donc tout particulièrement soignés pour le début du XIIIe siècle. Donc ici un détail des quadrilobes avec les 5 cercles et le décor, les lignes tracées constituant donc la base géométrique de ces motifs. Ici la pointe centrale des roses. On aperçoit ici donc au niveau de la figure de David un point central et puis le départ des différentes lignes de construction du dessin. Un nouveau détail. Donc ces lignes qui passent également au centre du visage de David et qui montrent là encore la composition très savante de ces peintures. Concernant la couche picturale, on a observé que les peintures ont été réalisées à la détrempe, à séco, par couche de glacis avec des pigments appliqués à l'aide d'un liant composé de colle de peau et de lait de chaux. Entreprise sous la direction de Vincent Detal, ici en pleine observation, par le pôle peinture murale du laboratoire de recherche des monuments historiques, une étude des pigments des roses peintes a été réalisée. Elle a croisé différentes techniques, comme le LIBS ou le terahertz, ainsi qu'une spectrocolorimétrie pour analyser ces pigments. Les conclusions et analyses de ces études sont encore en cours de traitement, mais néanmoins, on peut citer la présence dans ces peintures de divers pigments d'ocre, de 2 tons de rouge, du noir de carbone, du vert de chrome, et on soulignera plus particulièrement l'emploi de jaune d'étain, de plomb très lumineux pour la robe du roi David. Pour pouvoir apprécier la rareté ou non des peintures de Chartres, il convient de tenter de les replacer dans l'histoire de la peinture murale et plus particulièrement celle du trompe-l'œil et les liens qu'il a pu entretenir avec le vitrail. Procédé existant depuis l'Antiquité, le trompe-l'œil, je pense qu'il faut l'employer entre guillemets, a été très utilisé au Moyen-Âge et tout particulièrement pour représenter des motifs ornementaux comme des Grecs et plus souvent encore des éléments d'architecture. Outre le faux appareil dont nous avons souligné la récurrence à l'époque gothique, on pense par exemple à la représentation assez fréquente de nervures, remplages ou encore de supports et d'arcatures feintes, particulièrement au haut Moyen-Âge, comme ici avec le décor de tailloirs, chapiteaux et colonnes peints au IXe siècle dans la crypte de Saint-Germain d'Auxerre. On a plus rarement utilisé ce procédé pour la représentation de triforium, mais on en trouve néanmoins un exemple dans l'église de Dobram en Allemagne, érigée à la fin du XIIIe siècle, très restaurée. Son tracé vert sur fond blanc crée une rupture dans la tonalité rouge des fausses briques de la polychromie architecturale et apparaît davantage comme une allusion à l'élévation des cathédrales gothiques plutôt que comme une volonté de faire illusion, ce qui serait peut-être davantage le cas de ces peintures, me semble-t-il, de la basilique de Lodi Vecchio. Plus rarement, la peinture murale a par ailleurs copié les vitraux, motif qui nous intéresse donc plus particulièrement pour approcher les peintures de Chartres. La copie a été soit partielle, en reprenant un ou plusieurs éléments du vocabulaire du vitrail, soit plus directe, en imitant des vitraux sur des murs pleins, créant d'évidents parallèles entre ces deux arts monumentaux, sur lesquels s'est notamment penchée Marie Pasquier-Subin. Comme exemple de reprise du vocabulaire employé dans l'art du vitrail, on citera la composition en médaillon de certaines peintures murales, comme au Petit Quevilly,
près de Rouen, ici, où l'on trouve notamment des médaillons composés de filets de couleur, là encore, à fond bleu, cernés d'une riche ornementation ornementale. Plus significatif encore est le décor de la chapelle de la Vierge de l'église d'Ozon, en Haute-Loire, où l'on trouve une imitation des armatures de vitraux, formées notamment de médaillons circulaires. Les scènes historiées sont disposées dans ces médaillons entourés de filets de diverses couleurs, au fond bleu sombre, superposés en 4 registres sur un fond rouge. On notera tout particulièrement la présence dans la partie inférieure de ces peintures, ici, de demi-médaillons présents assez fréquemment dans certaines verrières. Ici, je vous ai mis un exemple d'une verrière de la cathédrale de Bourges, ou encore donc la présence entre ces médaillons de petits éléments quadrilobés qui rappellent également le vocabulaire des vitraux. Cet exemple de la chapelle d'Ozon demeure néanmoins très isolé dans la peinture murale, et on soulignera par ailleurs le décalage qui existe entre ces citations de verrières du XIIe ou du premier tiers du XIIIe siècle et dans ces peintures murales qui sont sans doute plutôt de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle. Au-delà de la reprise de tel ou tel élément formel de l'art du vitrail, d'autres peintures imitent plus directement des vitraux sur des murs pleins, comme pour donner l'impression de fenêtres à verrières. Il me semble qu'ici, on peut distinguer 3 catégories. D'une part, les peintures réalisées dans des baies architecturées aveugles. Une deuxième catégorie de peintures imitant des baies sur un mur lisse. Et enfin, les peintures qui ne figurent que des remplages. Nombre de peintures réalisées dans des arcatures peintes peuvent, nous semble-t-il, en effet, être une évocation de vitraux, comme ici au revers de la façade du bras sud du transept d'Auxerre, où sont représentés un Saint-Pierre et un Saint-Jean-Baptiste de plus de 2 mètres de haut sur un fond bleu. Ainsi également au revers du portail occidental de Saint-Urbain de Troyes, où sur environ 3 mètres de haut et 4 mètres de large sont peints un Christ en majesté, ici, entouré d'anges, porteurs des instruments de la Passion et d'anges musiciens qui ont été peints en écho au jugement dernier sculpté sur le portail. De façon beaucoup plus significative, on évoquera le cas de la chapelle du Palais des Rois de Majorque à Perpignan, daté de la fin du XIIIe siècle, où de faux vitraux mêlant des motifs géométriques et végétaux ont été peints, ici à droite et à gauche, au sein de remplages polychromés afin de créer une unité avec la baie axiale et de donner l'illusion d'ouverture régulièrement percée. Les vitraux actuels, qui sont une reconstitution de Max Ingrand, ont été réalisés à partir de fragments de vitraux retrouvés au XIXe siècle, parfaitement conformes par leur couleur et leurs motifs à ceux qui avaient été réalisés dans les fausses baies. Il y avait donc là un souci d'unité, non seulement formel, mais aussi esthétique, qui n'est pas sans rappeler le cas des roses de la cathédrale de Chartres. On notera au passage que dans les trompes appareillées, ici, portant les pans coupés des 2 absides, a été réalisé de façon assez unique un remplage fin évoquant les lancettes de style gothique rayonnant avec des motifs faisant allusion aux roses contemporaines. Pour le XIVe siècle, on citera encore l'exemple de la cathédrale de Limoges, où dans l'une des chapelles nord du déambulatoire, les murs ouest et est ont été couverts par 2 larges réseaux aveugles constitués de 4 lancettes surmontées d'une rose, l'ensemble meublé de faux vitraux très usés et dont la lecture est malaisée. Il n'est par ailleurs pas possible, contrairement au cas de Perpignan ou de Chartres, de pouvoir croiser l'analyse des peintures et des vitraux de la chapelle. La deuxième catégorie que je propose d'envisager, c'est des vitraux peints sur un mur lisse sans remplage. Dans ce type de trompe-l'œil, et comme dans l'exemple de Perpignan, on observe parfois un lien étroit entre la peinture et les baies réelles présentes dans l'édifice, qu'on a cherché à imiter, allant parfois jusqu'à souhaiter confondre les deux, comme cela semble le cas avec la polychromie extérieure de l'église de Saint en Rhénanie, où se mêlent et s'imbriquent baies feintes et baies réelles. Sur cette planche en noir et blanc publiée en 1930 par Hermann Phelps, on peut en effet voir la partie supérieure du mur de la nef ornée
d'une arcature composée de 5 arcs brisés, séparés par de minces colonnettes. L'illusion de vitraux est rendue par la peinture, comme on l'aperçoit ici, avec la représentation de motifs géométriques variés. Et les 3 baies réelles, ici au centre, s'inséraient ainsi harmonieusement dans un ensemble de baies feintes. Parmi les exemples les plus anciens de ce type de faux vitraux, on peut citer la découverte par Conan en partie haute du bras sud du transept de Cluny de 2 arcatures que vous apercevez ici, dont les enduits romans sont ornés de faux vitraux qui présentent un simple motif en résine reproduisant des réseaux de plomb. Donc voici des détails, une photo transmise par Anne Beau, spécialiste de l'ADI. Pour le XIIIe siècle, on peut citer également la découverte dans les années 1980 des faux vitraux de Champcenay, en Seine-et-Marne, publiés dans le bulletin monumental en 1983 par Jean-Claude Rochette. Ils ont été réalisés sur un mur lisse, orné d'un faux appareil à joint blanc, du côté nord de la nef, aveugle, et ils font face aux baies ouvertes du côté sud, dont ils reprennent exactement les dimensions. Ici, ces peintures imitant des vitraux ont été divisées en 4 panneaux, au moyen de barres lotières simulées par la peinture. Et ils présentent des fonds de résille, losangés, des rinceaux régulièrement entrecroisés, imitant des panneaux de grisaille à double plomb. L'artiste qui réalisa ces peintures ornementales est peut-être le même qui œuvra dans l'église voisine de Saint-Lourd à Longueville, où Jacques Moulin m'a signalé la présence sur les murs de la nef d'un décor datable du XIIIe siècle, qui présente un appareil de pierre qui évolue de travée en travée vers une sorte de lacis blanc, que vous avez ici, sur fond d'enduit ocre jaune. Et au revers du portail occidental, ce même motif de lacis est enrichi par la réalisation de fleurettes stylisées selon un schéma assez semblable, comme vous pouvez le voir, avec les baies feintes de Champcenay. Ce rapprochement témoigne, je pense, d'un traitement très ornemental de ces vitraux qui est assez éloigné du traitement des roses de Chartres. Pour le XIVe siècle, on citera l'exemple de la chapelle Saint-Antonin, construite et inaugurée en 1341, où l'on retrouve un cycle pictural complet qui illustre la deuxième vision de l'Apocalypse. Outre les médaillons et quadrilobes à fond bleu des voûtes, qui évoquent bien sûr le vocabulaire du vitrail, sur les murs lisses des travées droites, on trouve 2 niveaux d'arcature feintes superposés abritant de grands personnages, et dans la partie supérieure, ici, des baies ont été simulées avec le même remplage que celui des fenêtres véritables du chevet. Un faux vitrail bleu avec un semis de fleurs de lys blanches achève de donner l'illusion d'une ouverture sur l'extérieur. Et lors de la restauration de la chapelle dans les années 60, les 3 baies réelles ont été garnies de nouveaux vitraux prenant pour modèle les peintures murales dont on a supposé qu'elles copiaient elles aussi les anciennes baies compte tenu de la reprise du remplage. Un autre exemple est donné par la cathédrale de Cahors qui présente un décor imitant des fenêtres peintes sur la coupole romane occidentale avec la représentation de la vision de saint Étienne pendant son martyre en présence des prophètes. La composition radiale est axée sur un médaillon central représentant le martyr, autour duquel rayonnent 8 compartiments que cloisonnent de larges bandes de rinceaux de pampres de vigne. Dans chaque compartiment figure sous une arcature un prophète atteignant 4,5 mètres de haut, témoin donc de la vision de saint Étienne. Ce cycle de Cahors est l'un des rares exemples de peintures monumentales gothiques encore préservées, et l'on observe dans ces peintures des citations également du vocabulaire que l'on retrouve, ornemental que l'on retrouve dans les vitraux. Comme autre exemple figuratif, on citera encore le cas du chœur des religieuses de Winrausen, réalisé autour de 1335, où l'on retrouve des fenêtres aveugles, ici, ornées de personnages qui prennent place sous une représentation d'architecture assez semblable, me semble-t-il, à ce que l'on peut observer dans d'autres
dans d'autres vitraux de la même époque, et même donc, à la cathédrale de Chartres, ces grands personnages sous une arcature trilobée et couronnés d'une représentation architecturale. Enfin, la troisième catégorie de peinture imitant des vitraux se contente de reproduire des remplages pour évoquer une baie, comme dans la chapelle Sainte-Marguerite d'Amiens, ici à l'église des Clarisses de Pfullingen, dans le bas de Württemberg, dans la sacristie de Sainte-Élisabeth de Marbourg, étudiée par Jürgen Michler, ou encore de façon très décorative sur un pilier de la cathédrale de Metz. Mais l'un des plus extraordinaires ensembles de remplages fins pour son ampleur et sa qualité reste celui de l'église halle de Neustadt, daté du XIVe siècle et découvert dans les années 50, où l'on trouve donc des baies aveugles représentées par des remplages peints au-dessus des grandes arcades de la nef. Toujours à Neustadt, alors qu'il semble que le mur occidental n'ait jamais été peint, au-dessus de l'arc triomphal, tout l'espace délimité par l'arc formeré est occupé par une gigantesque rose de plus de 8 mètres de haut sur plus de 6 mètres de large, assez proche du style gothique rayonnant. Elle se compose d'un vaste oculus qui couronne 4 lancettes, chacune comprenant 2 lancettes trilobées et un quadrilobe. On note dans le tracé précis des remplages une proximité évidente avec les épures et dessins architectoniques, et c'est pourquoi on peut supposer que l'auteur, plutôt qu'un peintre, pourrait être le maître d'œuvre de la reconstruction de l'édifice au XIVe siècle. D'autres roses feintes, si elles font encore allusion à une baie réelle, n'ont en revanche rien à voir avec les peintures architectoniques. Dans son ouvrage publié sur les peintures murales en Angleterre au XIIIe siècle, consacré aux peintures murales en Angleterre au XIIIe siècle, Ernest William Tristram a reproduit le dessin d'une rose feinte dont il ne précise pas la localisation et qui présente essentiellement un caractère ornemental. Il s'agit d'un hexalobe traité dans une tonalité claire se détachant sur un fond sombre. Les lobes ne rejoignent pas totalement le centre comme le feraient les rayons d'une rose, mais sont séparés les uns des autres par un fleuron. L'ensemble prend place dans un oculus formé de faux claveaux blancs sur lesquels se détache une rosette semblable à celle du cœur de la rose. Il n'y a donc ici pas à proprement parler volonté d'illusion, mais plutôt une valeur esthétique donnée au motif de la rose. 2 exemples mieux documentés montrent l'influence du gothique français en faisant allusion aux roses des façades des grands édifices contemporains, mais dans un traitement très ornemental. Ainsi en est-il à l'église halle Saint-Jean-Baptiste de Wrexham, en Westphalie, construite dans le 3e quart du XIIIe siècle, où sur le mur occidental, aveugle en raison de la présence d'une tour qui le précède, on a dégagé en 1961 et largement restauré une rose qui a pris pour modèle, en réduction, la rose de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'une reprise assez fidèle pour que l'on puisse en reconnaître l'inspiration. Ce type de motif se retrouve dans la cathédrale de Minden et permet d'avancer l'hypothèse d'une diffusion des créations françaises à travers des carnets de dessins circulant en Westphalie, du type de celui de Villard de Honnecourt, dont on sait qu'il a dessiné les roses de cathédrales gothiques comme celles de Lausanne ou de Chartres. On trouve un autre exemple de rose feinte en Suisse, à l'église Saint-François de Lucerne, qui est composée donc de 6 pétales subdivisés en 2 lancettes trilobées et surmontées d'un polylobe. Elle a été peinte en blanc sur le mur couvert d'un faux appareil gris du chœur au-dessus de l'arc triomphal. Cet emplacement étonnant montre une fois de plus que cet élément architectural est ici utilisé comme un simple motif ornemental pouvant être reproduit n'importe où. On évoquera enfin, un petit peu à part, le cas de la cathédrale de Crémone, où l'on conserve des peintures murales du XIVe siècle dans le transept sud. On trouve ainsi un arc polylobé, une rose avec 12 pétales rayonnant autour d'un quadrilobe central. Enfin, une frise ascendante de petits arcs brisés surmontant une corniche peinte. Ces dessins, ces peintures ont été réalisées avec beaucoup de précision grâce à l'emploi du compas. On aperçoit ici les tracés de construction du dessin.
mais la juxtaposition de ces éléments crée un ensemble hétérogène qui ne peut a priori pas être perçu comme un véritable décor. Il s'agit très probablement plutôt d'un projet de polychromie, peut-être destiné à orner les oculi aveugles de la façade du transept, dont on a repéré qu'ils avaient été enduits, mais qui n'ont pas reçu de décor. En définitive, et même si les exemples cités n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, le corpus des peintures murales médiévales imitant des vitraux demeure assez restreint, même s'il est probable que des témoins ont pu disparaître au cours des siècles ou à l'occasion de tel ou tel chantier de restauration peu soigneux, et que d'autres, en revanche, sont encore inconnus et seront peut-être, comme dans le cas de Chartres, redécouverts à l'occasion d'un futur chantier de restauration. Et à cet égard, l'on ne peut qu'inviter les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à être particulièrement attentifs en présence de baies aveugles et d'envisager de façon systématique des sondages en recherche de peinture murale. Quoi qu'il en soit, la reprise de ce motif de rose, de faux vitraux aux époques postérieures, et tout particulièrement au XIXe siècle, où les faux vitraux sont nombreux, ici je vous donne un exemple à la cathédrale d'Orléans. Donc ces reprises nous laissent supposer peut-être des reprises de décors plus anciens. C'est l'hypothèse que nous pourrions également formuler pour la cathédrale de Limoges, dont le décor a été en partie restauré par Denuel. C'était également l'artiste qui a travaillé à la cathédrale d'Orléans, et où l'on retrouve donc pour le XIXe siècle un décor de fausses verrières dans les remplages aveugles qui font écho aux peintures murales de chapelles médiévales que je vous ai montrées tout à l'heure, mais également à un autre faux vitrail du XVIIIe siècle présent toujours dans une des chapelles de la cathédrale de Limoges. Néanmoins, comme les exemples cités l'ont montré, on n'a pas d'exemple de vitraux peints à décor historié qui soient antérieurs au XIVe siècle. Les roses de Brechten, de Lucerne et de Lucerne se contentant d'imiter les remplages d'une rose sans l'orner d'une iconographie particulière. En revanche, ce type de peinture est généralement, comme à Chartres, réalisé avec la volonté de créer une unité avec les baies réelles. Parfaitement datés par le chantier du premier tiers du XIIIe siècle, les faux vitraux de Chartres apparaissent donc comme tout à fait uniques par leur précocité, leur iconographie et la qualité de leur mise en œuvre, qui ne trouvent à ce jour, me semble-t-il, pas d'équivalent. On a par ailleurs à Chartres l'immense chance de pouvoir les analyser au regard de l'exceptionnel ensemble vitré contemporain, et cette approche comparative semble une des clés de compréhension de ces fausses baies, qui, dans un souci évident d'unité, constituent, comme nous l'avons vu, un prolongement aux vitraux présents dans les autres travées de la nef. Le caractère unique des faux vitraux de Chartres tient en effet très certainement au lien étroit qu'il entretient avec l'art du vitrail, et plus particulièrement avec les verrières de la cathédrale elles-mêmes. Il semble en cela illustrer les analyses de Louis Grodecki et Catherine Brisac, pour qui, pendant plusieurs décennies du XIIIe siècle, le vitrail est devenu l'esthétique dominante de la peinture. Ainsi, alors que dans les exemples contemporains de Champcenetz, Lourdes, Brechten ou de Lucerne, nous sommes indéniablement en présence du travail d'un peintre qui crée une œuvre picturale dont le caractère immatériel n'a rien de commun avec la précision des dessins d'architecture contemporains, à Chartres, le lien avec le vitrail nous semble premier. On observe en effet nombre de parentés d'exécution entre les deux arts monumentaux. Ainsi, de la mise en page de la rose, par des tracés de construction très précis et géométriques, comme nous l'avons vu, qui reprend avec une étonnante fidélité la composition des baies de la nef. Ici, la rose d'une des baies du haut chœur restauré. Donc, fidélité par rapport aux baies de la nef, fidélité également par rapport aux roses que l'on trouve dans la rose occidentale de la cathédrale. Donc, une rose constituée d'un médaillon central, de 8 lobes, le tout également sur un fond blanc. En effet, lors de la restauration du haut chœur de la cathédrale, on a pu constater que le fond des vitraux avait été traité en blanc, badigeon blanc, et on observe dans les travées occidentales la même volonté de réaliser ces peintures
coloré sur un fond blanc qui a été restitué. Une comparaison de mise en page peut être faite concernant la synopie. Donc on a sous les yeux des exemples très clairs qui montrent la reprise des motifs de grands personnages sous arcature, surmontés donc d'une représentation architecturale. Par ailleurs, même si on ne trouve pas de barlotière feinte comme un chansonnet, mais il n'y en a pas dans le petit motif de la rose occidentale, la technique de peinture posée en lavis sur le mur rejoint la technique de grisaille sur les verres. On observe également que le dessin de ces fausses roses est cerné d'un trait noir, ferme, parfois très épais, qui nous semble comparable à un trait de grisaille ou de plomb pour les vitraux. Voici des détails du dessin du personnage de David, où l'on note la présence très forte de ce trait noir. Outre les parentés d'exécution, on ne peut que relever des parentés de vocabulaire et de style, en particulier avec la rose occidentale qui a été achevée avant 1210, et dont la récente critique d'authenticité réalisée par les chercheurs du centre André Chastel, et notamment par Claudine Lautier, a montré l'authenticité presque parfaite de la rose, puisqu'ici vous avez en couleur les pièces qui ont été restaurées, ce qui vous montre, puisque l'ensemble paraît assez gris, je pense, combien cette rose est particulièrement bien préservée et parfaitement authentique. On relève en particulier donc dans les peintures des fausses roses de Chartres la reprise d'une gamme colorée peu étendue avec principalement du rouge, du vert, du jaune qui peuvent donc retrouver les principales tonalités des vitraux. On note encore des parallèles dans la disposition des personnages. Ici, des personnages assis sur un trône. On observe que les têtes de ces personnages débordent sur les premiers cercles constituant le médaillon de la rose, de même que les pieds, en partie basse, débordant là aussi sur un médaillon de la rose occidentale. La frontalité des peintures murales des fausses roses est en revanche un petit peu moins fréquente dans la composition des vitraux, mais l'exemple de Saint-Pierre ici, dans la rose occidentale, nous montre néanmoins un personnage en position frontale. On observe peut-être surtout une identique manière de dessiner les visages par des lignes noires très fortes qui marquent les sourcils, moins épais néanmoins chez David, l'arête du nez et les lèvres. Les yeux ont la même forme allongée, en amande, et les paupières inférieures et supérieures sont surlignées. Enfin, le menton est quant à lui souligné par un petit arc de cercle. Ainsi des détails du dessin du visage de David. Et quelques parallèles, me semble-t-il, avec les personnages représentés sur la rose occidentale. Donc ces yeux en amande, ce traitement du nez qui est presque identique, donc l'arc de cercle soulignant le menton. Les peintures reprennent également, comme vous avez pu le constater, plusieurs motifs décoratifs présents dans les vitraux. D'abord un autre rapprochement avec la figure de l'ange jouant du rebec contre son épaule. Donc la reprise de motifs décoratifs, je pense, est évidente avec la reprise des quadrilobes que l'on retrouve à la fois dans la peinture et dans les vitraux. On peut rapprocher également le traitement des pétales de la rose avec ces motifs feuillagés très travaillés qui s'inspirent très vraisemblablement de la rose du XIIIe siècle. Il me semble aussi, d'un point de vue iconographique, que des parallèles sont possibles entre le trône, le traitement des trônes et des motifs décoratifs, des éléments architecturés, en particulier donc avec le trône de David et ce trône qui se trouve donc le trône de la Vierge et l'Enfant d'une des baies de la cathédrale. Tous ces rapprochements nous conduisent bien évidemment à poser la question
de qui a exécuté ces peintures, dont la réalisation était en quelque sorte anecdotique face à l'ambitieux programme vitré de la cathédrale, et si un même artiste a pu travailler à la fois sur le mur et dans les vitraux. S'il existait bien sûr deux corporations différentes entre peintres et peintres verriers, des liens ont sans doute existé, ainsi que l'a démontré Michel Hérode pour des périodes plus tardives du Moyen-Âge, en soulignant la place privilégiée du peintre dans l'élaboration graphique d'une verrière, avec parfois des références précises à une œuvre existante tenant lieu de modèle. Bien plus, des sources médiévales attestent de la double compétence de certains peintres auxquels un commanditaire fait appel pour dessiner un vitral. Ainsi, Pierre le peintre, chargé de blanchir fenêtres et murs et de tracer des lignes sur la maçonnerie et des motifs de rose, exécute également une fenêtre au château royal de Marlborough. Plus intéressant encore pour notre propos, l'exemple attesté par des contes qui indiquent qu'à Westminster, un certain John Atlar a exercé à la fois l'activité de peintre et celle de maître verrier. Son nom apparaît en 1350 parmi ceux des peintres à qui le décor de la chapelle Saint-Stephen a été confié, et en 1352, il a été payé 1 shilling par jour pour la réalisation de vitraux. La même année, on lui a confié également le soin de peindre une baie de manière à imiter le verre, et dans ce but, la fourniture de 300 feuilles d'argent est évoquée. Ainsi que le suppose Tristram, qui a publié cette source, il pourrait s'agir de la représentation d'une baie aveugle devant être traitée de manière à ne pas interrompre la riche ornementation de la chapelle. Si ces sources sont bien sûr plus tardives, le cas des pièces de verre coloré ornées de motifs peints sur pierre incluses dans les médaillons, dans le décor de médaillons en quadrilobe de la Sainte-Chapelle, nous invite à poser la question d'une telle collaboration dès le XIIIe siècle. Les figures sont en effet à la Sainte-Chapelle cernées d'une mince ligne sombre qui rappelle les vitraux des baies supérieures. Bien plus, dans la salle basse, une annonciation se déploie en 2 lancettes aveugles délimitées par un réseau de pierres taillées où se tiennent sur un fond lumineux l'ange, ici à gauche, et la Vierge, tandis qu'une Vierge à l'enfant trône dans le polylobe du réseau. Les cernes noires, très accusées de cette peinture murale, renforcent, semble-t-il, les parallèles que suggérait déjà la composition d'ensemble. Pour rester à Chartres, une parenté entre peinture et vitrail avait été déjà mise en avant par Marie Pasquinsub avec la Vierge à l'enfant peinte dans la crypte, qui est probablement contemporaine, selon elle, de l'abbé dite de Saint-Chéron, exécutée vers 1220 dans une des chapelles absidiales du chœur. Cette dernière présente en effet une composition à compartiments rectangulaires sous arcade qui montre un cadre architectural gothique qui est aussi celui des encadrements de la peinture monumentale, placé sous une arcature trilobée que vous apercevez ici. Traité en filets de couleur, comme dans la verrière, et accosté de part et d'autre de deux arcatures ornées de scènes complémentaires à la manière du même vitrail. Marie Pasquinsub a également établi un rapprochement avec un vitrail de l'église de la Trinité de Vendôme, représentant une Vierge, dont on sait qu'elle a été exécutée dans la lignée des Vierges chartraines. On y retrouve en effet un même type de traitement de la mâchoire carrée, les mêmes traitements des yeux en forme d'amande aux paupières supérieures et inférieures surlignées, qui datent donc en fait des années 1220, comme probablement les peintures murales des Roses de Chartres. Si l'on pose l'hypothèse de ce lien étroit entre peinture et vitraux de Chartres, et compte tenu du lien confirmé avec les peintures des Roses et le programme peint d'origine de la cathédrale, il faut logiquement aussi poser la question du rapport iconographique avec les autres vitraux, voire avec tel ou tel pôle liturgique de la cathédrale. Les travaux de Claudine Lothier ont en effet montré que l'iconographie de 2/3 des baies de la cathédrale pouvait être mise en relation avec des reliques qu'elle contenait. La plus illustre et présente dans les vitraux étant bien entendu le voile de la Vierge, dont la cathédrale constitue une sorte d'écrin.
Dans le cas présent, il n'est pas certain qu'on puisse rapprocher les peintures des roses feintes d'un quelconque autel ou d'une pratique liturgique. Comme l'a suggéré Jean-Baptiste Lebic, les baies aveugles pourraient en revanche plus probablement constituer une scène unique, distribuée en 4 baies, qui représenterait David, dont la représentation est très fréquente dans les manuscrits médiévaux, en général en tête du psautier, dans l'initiale du psaume Beatus Vir, où il est fréquemment entouré de musiciens avec harpe, rebec, carillon ou orgue, comme ici dans la Bible, dans une Bible du 4e quart du XIIe siècle, conservée à Bourges. Le psautier, livre prophétique par excellence au Moyen-Âge, semble faire un pendant assez logique au jugement dernier voisin représenté dans la rose occidentale de Chartres, et la présence de prophètes dans les lancettes s'adapterait parfaitement à cette iconographie. On peut à cet égard citer quelques versets du psaume 91 où il est écrit « Il est bon de louer le Seigneur et de psalmodier pour ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer au matin ta miséricorde et ta vérité durant la nuit, avec le psalterion à 10 cordes par un cantique avec la cithare. » On ne peut exclure non plus un accent mis sur la royauté biblique, dont le thème prend une ampleur importante au XIIIe siècle, tant à l'extérieur, avec les 2 galeries des rois que l'on trouve à Chartres, à la fois sur la façade occidentale et au-dessus du portail sud, et également dans les vitraux, en particulier dans la rose nord. Le portail royal, le portail occidental, était par ailleurs nommé Porta Regia, dans l'ordinaire de la cathédrale rédigée à la fin du XIIe siècle. En définitive, si le sens de ces peintures nous échappe probablement en partie, notamment en raison de l'inachèvement du programme peint, on peut néanmoins formuler quelques pistes d'appréciation générale en lien avec la recherche d'unité que nous avons déjà évoquée. En effet, que ce soit avec le décor de Faujoin ou celui des faux vitraux, il ne s'agissait pas tant de restituer le mur matériel ou de créer un trompe-l'œil, mot certes pratique mais sans doute inapproprié, mais plutôt de créer un mur idéal et unifié, celui de la Jérusalem céleste, ce que traduit sans doute cette enluminure de Jean Fouquet qui a représenté le temple de Jérusalem comme une cathédrale peinte. Le décor peint contribuait ainsi à assurer une harmonie qui représente, selon Vincent de Beauvais, un élément primordial destiné à susciter le plaisir des yeux en même temps que l'admiration du cœur. Il s'agissait en quelque sorte de charmer la vue sans pour autant la tromper et de donner par l'apparence l'illusion d'une réalité supérieure. Le décor polychrome de Chartres nous semble donc avoir eu comme première vocation de magnifier la cathédrale et enveloppant l'édifice de couleurs, c'est-à-dire de lumière, de favoriser la confusion entre parois et enveloppes pour produire en quelque sorte de l'immatérialité et de la transparence. En conclusion, je reprendrai le postulat énoncé par Émile Malle en 1906 qui disait « La grande peinture monumentale si florissante au XIIe siècle décline et meurt au XIIIe siècle. L'architecture gothique n'était nullement favorable à la peinture murale. Si donc on veut avoir une idée de la vraie peinture décorative au XIIIe siècle en France, c'est dans les vitraux qu'il faut l'étudier. Le cas de la cathédrale de Chartres nous permet peut-être de joindre l'étude des 2 arts monumentaux qui semblent si étroitement liés dans le décor des travées occidentales. Ces peintures apparaissent tout à fait exceptionnelles, voire uniques, pour leur état de conservation, leur qualité artistique, leur présence intimement liée au programme décoratif global d'origine qui les date et qui permet de les comprendre. Et alors que la disparition de la polychromie de nombre de cathédrales appauvrit la perception que l'on peut aujourd'hui en avoir, dans le cas de Chartres, c'est une nouvelle cathédrale qui semble se dessiner avec l'avancée du chantier actuel, ou plus exactement, c'est la vision renouvelée d'une architecture gothique qui retrouve peu à peu son décor d'origine, très clair et lumineux, celui qu'ont conçu les maîtres d'œuvre et commanditaires du XIIIe siècle. Alors que l'on pouvait craindre que la couleur des murs et des voûtes n'affaiblisse l'éclat des vitraux, si célèbres de Chartres, ils acquièrent au contraire une place nouvelle et bénéficient d'une mise en valeur. En effet, alors que l'obscurité de l'édifice nuisait à la perception des lignes architecturales et pouvait donner
comme nous l'avons dit, le sentiment que les vitraux flottaient comme des creux en dehors de tout cadre, leur richesse colorée est en réalité plus fortement révélée aujourd'hui par les enduits clairs, qui réservent aux multiples couleurs du vitrail le rôle principal dans le jeu de polychromie intérieure ainsi retrouvé. Et si avec près de 2500 m² de vitraux, la cathédrale de Chartres possédait déjà autant que tous les vitraux du XIIIe siècle conservés dans les pays étrangers, il convient aujourd'hui d'enrichir encore ce corpus avec les vitraux peints retrouvés dans les travées occidentales. Je vous remercie pour votre attention.